Bienvenue dans l'Art de la paix, le podcast qui donne la parole aux artistes engagés, à celles et ceux qui parlent leur art, construisent des ponts et éveillent les consciences. Aujourd'hui, on reçoit Bernadette Vivouya. Elle est journaliste visuelle et cinéaste belgo-congolaise. Son travail est ancré dans la réalité de l'Afrique centrale et particulièrement dans la région des Grands Lacs, où les conflits, l'exploitation des ressources et les violations des droits humains font partie du quotidien. Mais Bernadette ne filme pas seulement les souffrances, elle met en lumière la résilience, la dignité et la force des populations. Avec elle, on va parler de ce que signifie témoigner, s'engager et créer dans un contexte aussi complexe. Bienvenue Bernadette. Merci. La région des Grands Lacs, et particulièrement l'est de la RDC, est marquée par des conflits incessants. À travers ton travail journalistique et cinématographique, quels aspects de cette réalité cherches-tu à mettre en lumière et à dénoncer? Donc mon travail se concentre plus sur le regard. Donc c'est parler du regard, c'est d'apporter ce qui manque au narratif dominant. Et le narratif dominant aujourd'hui, on parle plus de la guerre, mais on présente aussi un peuple qui est plus victime et qui serait un peu comme passif à attendre une aide qui viendrait de l'extérieur. Et mon travail se concentre sur, en fait, pour moi, ayant vécu dans la région, faisant partie de cette communauté-là, je trouve que sur le terrain, la réalité est plus complexe. Et il y a, à côté de ces souffrances, il y a un peuple qui se bouge. Et mon travail, en fait, met de la lumière sur toutes ces initiatives locales pour améliorer les quotidiens, donc un peu les gens qui se bougent pour reconstruire là où la guerre a détruit. Mais aussi, je dénonce aussi ce qui met de freins, donc un peu des freins à tous ces développements à petite échelle que la population est en train de faire. Voilà, notamment, on a beaucoup parlé de problèmes externes du pays, mais à l'interne aussi, il y a des problèmes, il y a des freins, et notamment la corruption ou la répartition inégale des richesses du pays. Donc voilà, donc, mettre de la lumière sur les initiatives locales, sur la résilience de la communauté, mais aussi en dénonçant les freins. L'impact de ton travail semble important, notamment pour attirer l'attention sur les luttes des populations locales. Selon toi, quel rôle peuvent jouer tes articles et tes documentaires au sein de la communauté congolaise et plus largement à l'international, notamment en Europe? Alors, mon travail ne se concentre pas que sur les souffrances de la communauté, parce que ce travail-là, parler des souffrances, il y a plusieurs autres médias qui le font, mais comment aller au-delà. Mon travail, c'est de voir comment aller au-delà des souffrances. Et donc, on se retrouve face à un peuple qui a beaucoup été documenté sous les prismes de violence, mais en fait, on a beaucoup parlé de violence depuis 30 ans maintenant, mais rien n'a changé sur le terrain. C'est qu'il y a un besoin de parler d'autre chose. Et loin de moi dénier qu'il y a des problèmes, mais c'est de voir à travers ces problèmes, mais comment est-ce que la population se bouge. Parce que, en fait, faisant partie, encore je répète, en fait, je fais partie de cette communauté-là. Et mon quotidien, comme les quotidiens de tous les Congolais, en fait, on trouve que des gens ils se bougent. Ils se bougent. Les choses n'est pas faciles, ne sont pas faciles, mais quand même, il y a des gens qui tiennent des initiatives, il y a des activistes, par exemple, qui se mobilisent pour dénoncer certaines injustices. Et tout ça, pour moi, ça mériterait d'être connu parce que ça aiderait à équilibrer un peu le narratif et sortir de ces stéréotypes toujours d'un peuple misérable ou d'un pays cauchemardesque où rien ne va et, euh, et voir, en fait, aussi, parce que je me dis, cette image gagnerait d'être connue pour aider aussi le monde à comprendre ce qui se passe en réalité. Et peut-être cela favoriserait un esprit une véritable solidarité internationale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a une solidarité internationale, mais qui parfois ne touche pas donc les vrais besoins et ça ne fait que stagner et rien ne change sur le terrain.
Tu évolues dans un environnement complexe où les conflits sont omniprésents. Quels défis rencontres-tu en tant que femme cinéaste et journaliste dans ces contextes? Et penses-tu que ton regard, ton approche est différente en raison de ton identité, de ton vécu et de ton positionnement en tant que femme? Je dirais en fait, ce n'est pas le fait d'être femme qui a tissé un peu mon approche ou qui fait à ce que, par exemple, je suis butée à certains obstacles, mais seulement un aspect à souligner. En fait, j'ai vécu dans la région, donc je fais partie de la communauté congolaise et c'est ce qui a petit à petit tissé mon approche. Parce qu'au début, je travaillais comme tout le monde, mais jusqu'au moment où j'ai donc un peu sauté sur l'actualité qui bouge, parce que je collaborais avec des médias internationaux. Mais à un certain moment, je me suis retrouvée dans un double contraste entre ce qui est parlé de la région, de ma région dans les médias et de tout l'imaginaire qui s'est construit autour, mais aussi de voilà, de comment est-ce que moi je percevais la réalité dans mon quotidien. Et, euh, et petit à petit, c'est là, ce double contraste a forgé un peu ma façon même de travailler et quel contenu je voudrais explorer et quel message je voulais renvoyer au monde. L'engagement artistique et journalistique sur des sujets aussi sensibles n'est pas sans risque. As-tu déjà été confrontée à des pressions, à des obstacles concrets, voire à la censure dans ton parcours? Et comment est-ce que tu fais pour avancer malgré ces difficultés, s'il y a bien sûr? Euh, En fait, ce n'est pas que j'ai été censurée ou c'est la pression qui m'oblige à ne pas faire mon travail, mais c'est seulement, il y a un contexte local, par exemple, où l'économie des médias est très faible. Et du coup, parfois, les médias locaux, il est difficile, à travers les médias locaux, il est difficile en général voilà, de permettre un peu aux journalistes de bien faire leur travail, donc de produire des contenus de qualité parce que ça demande beaucoup de fonds. Et à ce moment-là, on se tourne vers les médias internationaux qui payent bien, parce que quand tu as ta pige, tu gagnes bien ta vie. Mais seulement, il y a la censure dont je peux parler ici, c'est plus au niveau des médias internationaux, il y a un problème de regard. Donc, les médias internationaux, ils ont un angle très précis qui te demande de travailler sur. Notamment, il y a toujours ces questions de guerre qui revient. Mais en fait, il n'y a pas une censure comme dans une dictature où on te dit ne fais pas ça, où tu risques ta vie en dénonçant certaines choses. Un peu en travaillant avec les médias internationaux, c'est comme dire, en fait, tu es libre de parler de tout ce que tu veux, mais seulement c'est à toi de trouver ton salaire. Donc, si tu veux que tu gagnes, tu sois payé, il faut suivre les lignes, ouais, voilà, il faut suivre le contenu, la ligne éditoriale du média. Et malheureusement, en fait, dans ces lignes éditoriales, il y a quelque chose qui revient, c'est toujours ces stéréotypes. Donc, au moment où tu voudrais parler d'autre chose, notamment, par exemple, parler d'un citoyen ordinaire lambda qui se bouge pour améliorer la vie dans sa communauté, peut-être ça, on va te dire, c'est pas un angle qui nous intéresse. Mais un angle qui nous intéresse, c'est peut-être un massacre qu'il y a eu dans un village, aux alentours de Goma ou dans un territoire au Congo, ou soit prenons un cas concret. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la guerre du M23. Les rebelles qui ont pris la ville, les contrôlent maintenant d'une grande partie dans l'est du pays. Beaucoup des médias internationaux se concentrent sur la question des minéraux. C'est vrai, la question des minéraux, c'est une question très importante dans la crise, dans la guerre actuelle. Mais en fait, mais ce n'est pas la seule cause. Donc il y a un peu des aspects identitaires, il y a les aspects de terre, mais tout cela, par exemple, on n'en parle pas beaucoup. Et cette façon de ne parler que d'un seul aspect, en fait, ça empêche de comprendre tous les enjeux dans le pays. Et quand on ne comprend pas,
on ne peut pas apporter des solutions qui soient plus justes et qui soient plus durables. Donc, bref, la population aujourd'hui, je pense, les communautés ont besoin des histoires qui tiennent en compte leurs efforts au quotidien et leur perspective, en fait, des récits qui soient plus constructifs et pas que des récits qui racontent de problèmes. Et voilà. On en a parlé depuis plus de 30 ans, mais la situation stagne. Et je pense qu'il est temps de voir comment changer, comment voir, parler différemment de ces conflits. Pour toi, quelle est la place de l'art, et peut-être encore plus du cinéma documentaire, dans la lutte pour la justice sociale et l'amélioration des conditions des populations locales? Est-ce que l'art peut devenir un levier de transformation ou au moins un espace de parole, de mémoire ou même de réparation? Alors, moi, je dirais l'art nous permet je dirais d'abord, en fait, on vit dans des sociétés qui sont ultra complexes. Et parfois, il est difficile de comprendre tous les enjeux qui s'y passent et de comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et l'art, pour moi, je trouve que l'art permet de, permet de rendre, parce qu'il y a plusieurs, par exemple, plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur les régions, sur les causes des conflits, sur le fonctionnement de sociétés. Et parfois, ces contenus ne sont pas accessibles à la majorité de la population qui représente vraiment la majorité dans le pays. Et l'art permet de rendre accessible ce contenu, toutes ces recherches, mais aussi, on ne peut pas prétendre que l'art peut expliquer tout, mais seulement quand l'art ne sait pas tout expliquer, euh, il nous permet quand même de nous poser des vraies questions. Il pose des interrogations qui amènent les gens à se poser des vraies questions. Et ces vraies questions font évoluer la réflexion, notamment la réflexion sur comment reconstruire la communauté, comment renforcer le vivre ensemble. Et voilà, je trouve que l'art est très capital et très important dans ces sens-là. Et pour aller un peu plus loin, en fait, il y a un philosophe, Felwine Sarr, qui dit que les sociétés de demain se construisent dans les... Non, les sociétés de demain se construisent dans les imaginaires d'aujourd'hui. Et l'art, c'est l'art qui nous permet de construire ces imaginaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'imaginaire. Donc parfois, il y a... je retourne un peu sur ces questions de regard. Donc le regard nous permet de nous imaginer ce que serait le monde là où on n'a jamais foulé nos pieds. Et le regard, ça passe par les reportages télévisés qu'on voit, les articles qu'on lit ou des films documentaires qu'on voit sur cette région lambda dans un coin du monde. Et si on part sur une mauvaise base, donc un peu ces images stéréotypées, ces documentaires stéréotypés, on ne présente que les gens en souffrance, des gens qui seraient là un peu passifs à attendre et à entendre l'aide extérieure. Déjà, pour construire les imaginaires de demain, ça sera difficile. Et donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir que des histoires qui ne parlent que de la violence ou de présenter des peuples qui sont en besoin, qui souffrent. Mais pour moi, je pense que si on veut construire des sociétés de demain et qui soient plus durables, plus justes, on doit puiser aussi dans des combats des populations locales qui vivent au quotidien ces souffrances, cette guerre par exemple. Donc, puiser dans les luttes sociales. Et là, je sais pas si je vais être très très long, mais par exemple, moi, j'ai travaillé sur des questions. Donc, par exemple, à travers, donc, il y a la souffrance, je ne les nie pas, mais voir au-delà de la souffrance que tu vois. Par exemple, et là, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré une femme, elle s'appelle Desange Kabour, et j'ai fait un film documentaire sur elle, un court métrage. Et cette femme, elle a une histoire vraiment particulière. Elle a été abusée sexuellement. Elle a eu un fils. Et il y a eu toute une période où vraiment c'était difficile pour elle. C'est qu'elle est passée par plusieurs étapes. Et à la fin,
moi, je l'ai rencontrée quand elle cherchait à se réconcilier avec son fils. Donc, elle avait écrit une lettre et voilà, on a fait un film autour de la lettre qu'elle a écrite à son fils. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui me touche fort chez des anges, c'est parce qu'elle ne reste pas. Elle a connu un drame, mais ce drame-là ne l'a pas mise à genoux. Et elle n'est pas restée à genoux, mais elle voit au-delà. Donc, sur sa souffrance, elle construit. Donc, aujourd'hui, elle se bouge, elle sensibilise sur les questions de violence, elle consulte les avocats pour que les crimes, la violence dans les contextes de conflit ne reste pas impunie et que les victimes retrouvent justice. Et pour moi, par exemple, ces genres d'histoires, c'est très intéressant parce que on a de la souffrance, mais sur la souffrance, on a des populations qui sont vraiment, des communautés qui sont vraiment merveilleuses et qui travaillent, qui sont créatifs et qui travaillent pour rebâtir le monde de demain. Donc, ce n'est pas que la souffrance qui freine les gens, mais en fait, bref, je suis très impressionnée par la résilience et de toutes ces communautés et leur courage d'aller de l'avant et de construire là où la guerre a détruit. Merci beaucoup Bernadette pour ton travail, ta lucidité et ta détermination. À travers ton regard, tu nous as offert une visibilité précieuse sur des réalités souvent invisibilisées. Tu filmes les résistances, les solidarités, les espoirs. Merci beaucoup Bernadette. Je vous en prie. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Art de la Paix, le podcast des artistes qui résistent en créant.